Eh bien, c'est parti. Merci à toi, Olivier, et au Réseau Entreprendre Nord pour cette sollicitation et l'ensemble de ces programmes qui accompagnent au mieux les chefs d'entreprise. Et c'est important dans cette période. Alors, aujourd'hui, on va parler de la manière pour vous d'accroître votre visibilité sur le web pendant cette période particulière de confinement jusque dimanche minuit et de déconfinement jusque lundi, mais on sait très bien que le déconfinement ne va pas être total ou comme avant, et donc il va falloir continuer à travailler dessus. Et donc, je vais tâcher en 1 heure de vous dresser un panorama le plus complet des actions que vous pouvez faire sur le web, soit tout seul, vous-même, soit à l'aide d'une agence ou d'un cabinet de conseil. L'idée vraiment, c'est de vous donner les outils et de vous les vulgariser au maximum. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais il va y en avoir quand même un petit peu. Alors, avant ça, je vais vous présenter en quelques mots, et promis de manière très rapide, Cogité. Cogité, on existe depuis 9 ans, on s'est créé en 2011. Notre métier, c'est d'accompagner les TPE-PME dans leur stratégie digitale et dans sa mise en œuvre opérationnelle, ce qu'on appelle le plan e-marketing. Notre métier, c'est d'être le responsable web externalisé de nos clients. On a près de 300 clients qu'on a accompagnés depuis 9 ans, de tous métiers différents, sur différents aspects que vous allez en fait connaître dans ce que je vais vous présenter. On est lauréat Réseau Entreprendre. Je ne me risquerai pas à essayer de rappeler l'année parce que je me trompe à chaque fois. Et donc voilà, mais en tout cas, on est bien lauréat. Et puis, on est 2015, merci, heureusement, tu es ma mémoire. Et puis désormais, on est adhérent pour continuer d'accompagner les chefs d'entreprise. On est une entreprise très engagée. On fait également partie du Centre des jeunes dirigeants, le CJD, pour là aussi apporter notre pierre à l'édifice de l'entreprise de demain, qui devient d'ailleurs l'entreprise d'aujourd'hui, vu que le temps s'accélère à cause ou parfois grâce au Covid. Chez Cogité, on est 6. J'ai la chance d'être accompagné par Juliette, qui est mon associée et qui a le même rôle que moi, à savoir dresser la stratégie des clients. On est accompagné par Lucille et Clémentine, qui sont chefs de projet à temps complet en CDI chez Cogité, et puis bientôt rejoints par Marion et Nicolas, qui seront en stage pour quelques mois chez nous. Le stage a été différé, mais on aura le plaisir de les accueillir en toute sécurité dès le 1er juin. Alors, on est 6, mais pas que. On a un réseau de partenaires, ou plutôt une communauté de partenaires de 20 personnes que l'on fait travailler, que l'on a continué à faire travailler pendant le Covid. Ça a été un engagement qu'on a pris auprès d'eux pour mener à bien les actions de nos clients. Voilà, c'est quelques minutes sur Cogité. Si vous voulez qu'on passe des heures à en parler, eh bien, on pourra s'appeler. Mais là, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui et demain pour améliorer votre visibilité sur Internet et en faire surtout un atout pour avoir, au bout du compte, plus de clients, plus de devis, plus de rendez-vous, plus de contacts. Le web doit être un moyen et non pas une finalité. Ce n'est pas juste là pour faire beau. Chez Cogité, on a la conviction que le web, c'est avant tout un moyen pour vous de faire du business. Alors, pourquoi communiquer en ce moment ? Toujours vrai aujourd'hui, ça a été déjà hier. Parce qu'en ce moment, vos clients, et ça c'est valable que vous soyez avec une cible B2B ou une cible B2C, vos clients sont à l'écoute, les particuliers comme les pros. D'ailleurs, arrêtons de faire le distinguo quand on parle d'internautes. Moi, je suis particulier et pro et je suis la même personne. Si je vais sur Facebook et que je vois quelque chose qui m'intéresse pour mon travail, je ne vais pas me dire « Ah ben non, dommage, je l'ai vu le samedi. Si je l'avais vu le lundi, je l'aurais noté, mais là, je ne vais pas le noter. » Je suis la même personne. Globalement, tout le monde, jusqu'à lundi, est confiné. Et donc, le seul moyen de s'ouvrir à l'extérieur, c'est soit la télé, soit un bon bouquin, ce qui est toujours une bonne solution, soit son jardin, soit son écran d'ordinateur, son téléphone, sa tablette. Il y a eu plus de 20% de trafic en moyenne sur les sites de nos clients qui sont des TPE-PME. Sur des plus gros sites type Leroy Merlin, ils ont carrément explosé leurs chiffres de trafic sur leur site internet. Les clients en ce moment se renseignent, les internautes se renseignent pour acheter plus tard ou pour acheter tout de suite. Parce que je vous rappelle que quand on s'ennuie, on achète. Hein. Et ça, c'est valable aussi pour le B2B. Je suis pro, je me renseigne sur mon nouveau partenaire de téléphonie. Là, ça faisait 2 ans que j'avais l'idée de changer. J'ai le temps, je fais mon étude de marché sur le web.
Et puis, au bout d'un moment, tac, je vais demander des devis partout puisque j'ai le temps. Pourquoi communiquer aujourd'hui? Parce que c'est l'occasion de prendre la parole. Et on a une conviction chez Cogité qu'on partage avec nos clients. C'est que plus que jamais aujourd'hui, il faut prendre la parole avec du sens et un ton positif. Et c'est d'ailleurs ce que les internautes attendent des marques, selon les études qui sont effectuées au niveau national. En gros, c'est pas de bullshit, pas de promo à tout va. Racontez-nous qui vous êtes. Racontez-nous, vous, la marque, vous, l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites là pendant le Covid? Est-ce que vous bossez pas? Comment vous allez? Qu'est-ce que vous ferez demain pour que ce monde soit un petit peu meilleur et que on marche un petit peu plus droit que ce que l'on a pu faire tous collectivement hier? Pourquoi communiquer? Parce que c'est le moment de se poser les questions pour raconter qui je suis, moi, en tant que personne, sur certains leviers comme LinkedIn ou mon entreprise. C'est le moment de se poser la question mais de quoi ont besoin mes clients aujourd'hui, pendant le confinement? B2B ou B2C, toujours pareil, même question. Et au 11 mai, le jour du déconfinement, ils auront besoin de quoi, les clients? De ma part à moi. Et après le 11 mai, de quoi ils auront besoin? Est-ce qu'il y a des services nouveaux que je peux leur apporter? Est-ce que moi, je peux répondre à certaines de leurs craintes? Je raconte quoi d'ailleurs d'habitude à mes prospects quand je communique? Et donc, est-ce que je peux continuer de mettre en avant ces exemples-là? Quand je suis en rendez-vous prospect, je parle de ma boîte. Finalement, comment je mets en forme tout ça au sein de ma stratégie web? Quelles sont les valeurs de ma boîte à mettre en avant? Et qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser et qu'on peut utiliser pour communiquer sur le web. Sur le web, on va parler concret, de manière naturelle, de cas clients. Il faut que l'internaute puisse s'identifier à moi. Et alors, en priorité, bien évidemment, si on devait se dire, allez, si vous me posez la question, Thomas, je fais quoi en premier? Eh bien, en premier, vous pouvez aller voir votre profil LinkedIn, vous pouvez créer votre page Facebook, vous pouvez écrire du contenu parce que vous avez un peu de temps pour le faire. Parce que prendre le temps maintenant, c'est important, vous l'avez. Et ce n'est pas demain, quand vous ne l'aurez plus et que vous serez, entre guillemets, de nouveau, et je ne vous l'espère pas d'ailleurs, sous l'eau, que vous aurez de nouveau cette occasion-là d'écrire et de paramétrer tout ça. Ça, c'est plus sur le pourquoi. Et maintenant, on va entamer un peu ce qu'on appelle le programme des réjouissances. Alors, vous avez l'occasion de travailler 3 types d'actions. On les a placées dans du long terme, dans du moyen terme et dans du court terme. À long terme, vous pouvez travailler ce qu'on appelle le référencement naturel. Quels sont les mots-clés, si vous êtes bien positionné dessus, qui vont faire que vous allez remonter dans le classement de Google? Ça, c'est un temps long. Ça ne se passe pas du jour au lendemain chez Google, ça serait trop facile. Mais le travail, vous devez le faire maintenant pour que ça porte ses fruits à long terme. C'est ce qu'on appelle aussi la rédaction de contenu. Pourquoi sur tous les sites, il y a des blogs? Parce que les blogs permettent d'écrire du contenu, d'y insérer des mots-clés qui peuvent être intéressants pour vous, pour être positionné dans les premières positions du moteur de recherche. C'est pour ça qu'il y a des blogs sur les sites Internet. Avant tout. Par où commencer? Quels sont mes mots-clés? Sur quelle thématique je peux communiquer? Comment intégrer du contenu? Comment suivre l'évolution? C'est ce qu'on verra. À moyen terme, je peux générer du trafic via notamment ce qu'on appelle le netlinking. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail après, mais ce mot barbare, qui peut vous sembler barbare, en fait, il est très simple. Le netlinking, c'est qu'il y ait d'autres sites qui parlent de mon site. Et donc, sur ces autres sites, on retrouve un lien qui ramène vers le mien. C'est un peu comme des RP, des relations presse. C'est d'autres sites qui vont parler de moi, sauf que les autres sites, ça peut être des sites de presse, ça peut être des blogs spécialisés qui vont écrire un article sur un cas client que j'ai chez moi. On verra quels sont les intérêts des 2 méthodes, quels sont leurs objectifs et comment on s'y prend, avec quel budget. Je vais aussi vous présenter des plateformes payantes pour acheter de la publicité, les fameux Google AdWords, l'achat de mots-clés. Ça, c'est pour le moyen terme. Et à court terme, eh bien, je peux optimiser ma présence sur les réseaux sociaux. Parce que la présence sur les réseaux sociaux, on a souvent décrié les réseaux sociaux en disant que ça nous coupait du lien avec le monde externe, que ce n'était pas bien, que moi, de mon temps, j'allais dans les bars, je ne passais pas mon temps sur Facebook et LinkedIn. Et bien, on s'est rendu compte avec ce confinement que les réseaux sociaux jouaient 2 rôles. Un, je garde le contact avec l'extérieur et ça me permet également de communiquer avec l'extérieur en tant qu'entreprise et en tant que particulier aussi d'ailleurs.
Deux, ça me permet aussi de m'évader du quotidien et d'avoir des informations positives, parfois un peu rigolotes, ou à l'inverse, plus avec tendance à décrier par le passé. On s'est rendu compte qu'ils apportaient également une belle arme pour se faire entendre dans une période où on n'a plus les réseaux classiques pour aller faire de la prospection. On verra donc comment utiliser LinkedIn et Facebook. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, le référencement naturel. Je ne vais pas rentrer dans le détail volontairement parce que je pourrais vous faire une conférence de 2 heures sur le référencement naturel, mais ce n'est pas le sujet. Il est cependant important que vous compreniez comment fonctionne dans ces grandes lignes Google aujourd'hui. Je vous parle de Google parce que c'est 80% du marché minimum. Et si vous êtes bon chez Google, vous serez normalement bon chez les autres. Google fonctionne avec des robots d'exploration, d'indexation, d'interrogation, bref, des machines qui vont venir scanner votre site Internet pour y récupérer des infos, les passer à la moulinette et sortir une note globale qui va faire que vous êtes positionné dans les résultats de recherche. Google ne positionne pas un site Internet. Il positionne une page et c'est important de le souligner. Il ne faut donc pas travailler uniquement votre page d'accueil, mais bien toutes les pages de votre site Internet. Il se peut d'ailleurs que quand on tape un mot-clé, ça soit une page interne de votre site, un article de blog même, qui remonte avant votre page d'accueil. C'est de cette manière que procède Google. Votre site n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de pages chapitrées comme un livre. Alors voilà un beau schéma qui vous explique comment fonctionne Google. Alors pour caricaturer Google, c'est un peu comme quand on était à l'école, on avait plusieurs matières avec des coefficients différents. Et bien là, c'est pareil, il y a 4 grandes thématiques. La première que vous voyez en haut ici, c'est tout ce qui va se passer en dehors de votre site Internet. On y reviendra avec plus de détails après, mais c'est ce que je vous disais, c'est le netlinking. En gros, plus il y a de sites qui parlent de vous, plus vous serez catégorisé par Google comme étant une réponse de qualité à un mot-clé donné. Si jamais je tape conseil stratégie e-business et qu'il y a beaucoup de sites qui ont relayé un article de Cogité sur ce sujet, et ben Google va augmenter ma note. Dans ce plot-là de hors site, il y a également tout ce qui est achat de liens sur des plateformes de blogging. On verra après, toujours dans le cadre du netlinking. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui se passe sur votre site Internet. Et c'est là où vous allez avoir un impact majeur, vous. Quel mot-clé vous avez choisi? Est-ce que votre contenu est de qualité? Est-ce qu'il est de qualité pour le contenu qui est affiché sur le site et visible de vos internautes? Et est-ce qu'il est de qualité pour le contenu qui est dans le code de votre site Internet? Ce qu'on appelle les fameuses balises, les balises H1, H2, balises images, balises méta. On y reviendra plus tard. Ce qui se passe sur votre site. Ça, c'est le deuxième gros plot de Google. Le troisième plot, c'est une partie plus technique. C'est est-ce que votre site a été codé informatiquement correctement? Est-ce qu'il est rapide à charger? Est-ce qu'il est adapté à tout type d'écran? Est-ce que vous avez bien mis en ligne le bon fichier robot-texte qui indique au robot de Google les mots-clés à aller voir, comment est structuré votre site? Là, c'est un peu plus technique et très sincèrement, ce n'est pas tant vous qui aurez un impact dessus, mais plutôt votre développeur ou votre agence web traditionnelle qui peut impacter dessus. Le quatrième plot, c'est tout ce qui est design et visuel, l'ergonomie. On retrouve également le temps de chargement. Est-ce que mes pages sont fluides? Est-ce qu'elles se chargent rapidement? Est-ce qu'il y a un bon mix entre visuel et texte? Est-ce que finalement mon site il est agréable à lire? Est-ce que l'ergonomie est correcte? Est-ce que l'expérience utilisateur est correcte? Parce que ce qu'il faut retenir de Google, c'est que son métier, et ça c'est valable depuis sa création, son métier c'est à une demande donnée, ce qu'on appelle une requête, c'est-à-dire ce que vous tapez dans Google, acheter un parapluie jaune. À cette demande-là, le métier de Google, c'est de donner à l'internaute une liste de sites qui répondent le plus possible à cette demande.
Le jour où Google devient mauvais et met en avant des sites qui ne sont plus de qualité, que fera l'internaute? Au bout d'un moment, il arrêtera d'aller chez Google et il ira chez d'autres moteurs de recherche. Donc l'enjeu de Google, c'est de fournir la meilleure réponse. Et l'ensemble de ces 4 grandes catégories que je vous ai présentées, qui sont elles-mêmes, vous voyez, divisées en sous-catégories, qui sont elles-mêmes redivisées en plein d'autres catégories, toute cette moyenne-là, ça fait une note générale, une moyenne générale, comme quand on était en études. Et c'est cette moyenne générale sur un mot-clé et sur chaque mot-clé qui va vous faire remonter plus ou moins haut dans les résultats. Alors, pour travailler ça, il y a des agences qui sont spécialisées, comme Cogité, et qui aident leurs clients à le travailler. Et on prévient toujours nos clients, attention, là je suis en train de vous expliquer les règles du jeu, mais même moi, agence, je ne connais que 90% des règles du jeu. Google, c'est comme Coca. On connaît 90% de la recette, les 10% restants, c'est secret défense. Très clairement, ça leur permet également de faire un peu ce qu'ils veulent et de faire remonter les chiffres qu'ils veulent de temps en temps. Il faut savoir que Google change les règles du jeu. Avant, c'était généralement en moyenne tous les ans. Maintenant, il y a des mises à jour majeures qu'on appelle majeures tous les 6 mois à peu près. Et des mises à jour mineures, il y en a à peu près toutes les semaines. Le but de ces mises à jour, c'est d'améliorer les résultats en face des requêtes. Malheureusement, des fois, ils se plantent. Et donc, c'est pour ça que des fois, on voit des trafics baisser pendant une semaine et revenir après. C'est juste qu'ils ont fait une mise à jour. Et globalement, ils s'aperçoivent qu'après, que leur nouveau code informatique, leur nouveau mode de calcul n'est pas optimisé. Alors, vous voyez ici, il y a une espèce de petit jerrycan d'essence, là, d'huile plutôt, avec Facebook, Twitter et LinkedIn. Parce que la grande question, ça a toujours été, mais est-ce que mes réseaux sociaux améliorent mon référencement naturel? Alors, la réponse officielle de Google, qu'ils vous feront la main sur le cœur ou la main sur la Bible, vu qu'ils sont américains, ça sera de dire, bien sûr que non. Ça n'a absolument aucun impact sur votre note chez nous. Pourquoi ils vous disent ça? Parce que avec l'apparition des réseaux sociaux et notamment de Facebook, Google a vu l'apparition d'un nouveau concurrent qu'ils n'avaient pas vu arriver parce que pour eux, ils étaient un moteur de recherche. Facebook, c'est un réseau social. On n'est pas pareil. Je vais vous donner un exemple. Moi, aujourd'hui, vous trouvez le meilleur restaurant libanais à Lille. Je ne tape plus ma recherche sur Google parce que, en fait, j'ai un meilleur moyen d'en trouver un et avec plus de confiance. Ça s'appelle Facebook. Je vais aller sur mon profil, je vais mettre un statut qui va être « Salut les copains, j'ai envie de me faire un bon restaurant libanais à Lille dès que le déconfinement et qu'ils auront repris. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 1, 2, 5, 10, 20 commentaires de mes amis, mes vrais amis, puisque je sais faire la part des choses entre les vrais amis de réseaux sociaux et les amis connaissances, qui vont me dire « Tiens, va voir un tel à Lille, il est génial, un tel là-bas, il est canon. » Et puis, celui que je verrai apparaître 10 fois sur 20, je me dirais, statistiquement, il est bon, je vais réserver là-bas. Et je n'aurais jamais été sur Google. Parce qu'en fait, le conseil vient de mes amis. Alors, à moins qu'ils veulent me faire une blague et qu'ils veulent m'envoyer dans le resto le plus pourri de l'île, globalement, même s'ils ont de l'humour, ça va, pour l'instant, ils ne me font pas ce type de blague-là. J'ai largement plus confiance en mes amis qu'en un moteur de recherche qui finalement récompense celui qui bosse le plus sur son référencement naturel. C'est-à-dire que le plus mauvais restaurant en libanais à Lille pourrait très bien avoir le meilleur référencement naturel. Et donc, en fait, parce qu'il existe cette concurrence, Google ne vous dira jamais que ça a un impact sur votre trafic. Mais comment occulter le fait que si je mets un post sur mon Facebook et qu'il est relayé et qu'il y a un lien vers mon site, j'amène donc du trafic sur mon site. Et plus j'amène du trafic sur mon site, plus ma note de Google augmente. Donc forcément, les réseaux sociaux, par le trafic que vous allez amener des réseaux sociaux sur votre site Internet, augmentent. Forcément, plus vous êtes partagé, plus on parle de vous. Et on rentre bien dans la catégorie des RP, entre guillemets, externes. Plus on parle de vous, plus vous êtes de qualité. Donc forcément, Google le prend en compte. Mais bien évidemment, tout ça reste entre nous, car ils ne vous le diront jamais officiellement. C'est pour ça que le métier de Cogité et votre métier à vous pour de la stratégie web, ce n'est pas simplement de faire que du Google, que des réseaux sociaux ou juste avoir un site. C'est bien d'avoir une stratégie globale qui va vous apporter les différents mécanismes et du rouage entre ces mécanismes.
Alors, pour parler un peu plus précisément de référencement naturel, voilà ce qu'on appelle les métatitres, les métadescriptions, les balises H1, H2. En fait, tout simplement, ici, c'est un client qui s'appelle Yves Carton, qui fait des portails automatiques. Et donc, Yves Carton, eh ben, son métatitre, c'est ça. Yves Carton, portail et porte automatique Lille. Dans la métadescription, on retrouve bien le terme de Lille, on retrouve bien son nom et on retrouve bien porte automatique. Si vous ne travaillez pas ces mots-clés-là, ces intentions-là par vous-même, eh bien Google va choisir lui-même. Alors Google, il ne s'embête pas, il va choisir les premiers mots qui arrivent sur votre site. Peu importe que ça soit du charabia, que ça soit une phrase d'intro où il n'y a pas vos mots-clés, il va prendre ce qui lui vient sous la main. Donc le but du jeu, c'est de travailler ces mots-clés-là à l'intérieur de votre site et de travailler les différents liens ici que vous pouvez voir. OK ? De travailler cela par votre contenu et par des images, des vidéos que vous pouvez également insérer sur votre site Internet. Quand vous insérez une image ou une vidéo sur votre site Internet, pensez bien à renommer dès le départ votre image avec un mot-clé. Portail automatique, si le titre de mon image, c'est le titre de l'image quand elle sort de mon appareil photo qui s'appelle IMG 480, pour Google, ça ne veut rien dire. Si mon image, par contre, elle s'appelle Portail automatique Lille, et ben, quand quelqu'un ira dans Google Images, ce qui arrive très souvent, et tapera Portail automatique Lille, potentiellement, le portail va apparaître dans Google Images. Si le portail est de qualité et qui séduit visuellement, l'internaute clique et arrive sur votre site Internet. Les H1, H2, dans un site Internet, comment ça se traduit? Eh bien, on va retourner là également un peu à l'école. À l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, petit 1, petit A, petit B, petit C. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Quand vous allez écrire un article, notamment dans WordPress, qui est une technologie spécifique pour mettre en place des sites Internet, vous allez pouvoir choisir des balises H1, H2. Alors, dans WordPress, ça se traduit par titre 1, titre 2. En H1, c'est-à-dire en titre principal, ici, c'est portail battant, pourquoi et comment le choisir. En titre 2, les caractéristiques d'un portail battant. Vous voyez déjà que dans ces deux titres, on reprend bien le mot-clé. Vous voyez également que dans ce premier titre, on a formulé le titre sous forme de question. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une nouvelle forme de recherche de la part des internautes qui arrive en France, qui est déjà largement arrivée aux États-Unis. Mais en fait, en web, on regarde généralement ce qui se passe aux États-Unis pour voir ce qui va arriver dans les 1 an, 2 ans, 3 ans en France. Cette recherche, ça s'appelle la recherche vocale. C'est ce petit appareil là de téléphone que vous avez à côté de vous et où maintenant les gens ils vont plus forcément taper choisir un portail battant dans Google, mais ils vont demander à leur téléphone, OK Google, pourquoi et comment choisir un portail battant? OK? Alors là, généralement, voilà, vous voyez, ça a marché. J'ai mon téléphone qui me répond avec les résultats en live, donc je vais arrêter de me faire pister par Google. Vous voyez que dans la formulation, on n'est pas sur la même écriture. Quand je l'écris, je tape bien comment choisir un portail battant. Point. Déjà, quand je vais poser la question, je vais le formuler sous forme de question, ou je vais même mettre choisir un portail battant quand je vais l'écrire. Je ne vais pas forcément mettre le comment, ou acheter un portail battant. Quand je le formule sous forme de question, Google me le repère bien en mode vocal. Donc, il est important dès maintenant de travailler vos H1 sous forme de question, parce que quand Google va faire une mise à jour majeure dans 1 an ou 2, alors ça, je ne peux pas vous donner la date, ça peut être dans 6 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça, on ne sait pas. Mais quand il va changer son algorithme et qu'il va du jour au lendemain dire maintenant, tous ceux qui ont formulé sous forme de question, vous passez dans le top du référencement naturel, et ben vous, le boulot sera déjà fait. Et de manière historique, vous aurez 2 ans d'historique dessus, donc vous allez prendre un avantage sur vos concurrents. OK ? Quand vous allez rédiger pour le web également, il est important de mettre des liens, c'est ce qui se passe ici, ce qu'on appelle des liens internes, des liens qui renvoient vers d'autres pages de votre site. Ici, vous voyez dans l'article comment choisir votre portail battant. J'ai un lien qui me renvoie vers un article qui s'appelle « Pourquoi et comment ». Alors, ça pourrait même me renvoyer vers des fiches articles, vers des fiches conseils,
Et dans les fiches articles, je pourrais très bien, dans la fiche article qui me présente tous les portails battants, me renvoyer vers un article de blog qui est si j'ai une maison en 1930, comment choisir un portail battant, etc., etc. Donc pour ça, il faut connaître vos mots-clés pour faire ce travail-là. Et comment je connais mes mots-clés? Pour connaître vos mots-clés, il faut bien comprendre les intentions de vos clients et la manière dont ils s'expriment. Pensez à la place de vos clients, pour vos clients. Arrêtez de penser en spécialiste. Et vos clients, vous pouvez les segmenter en comment un client novice parle et comment un client chevronné parle. On a travaillé pour une marque de cabine de douche qui s'appelle Schulte, qui est une marque allemande. On les a aidés à venir instaurer en France leur site e-commerce. Eh bien, l'utilisateur novice de leur cabine de douche, qui va acheter sa cabine sur le web et qui doit la monter lui-même, il va tout simplement monter une cabine de douche. Moi, Thomas Bourguel, j'ai 2 mains gauches, je ne suis pas bricoleur. Si demain, je devais m'amuser à monter une cabine de douche, bon, je ne voudrais mieux pas pour ma salle de bain, mais soit. Si demain, je devais le faire, je taperais ce type de mots-clés. Monter une cabine de douche. Le client chevronné, lui, il va arriver déjà avec un peu plus de termes techniques. Rail pour porte coulissante de 2 mètres. C'est-à-dire que le gars, il sait qu'il faut des rails, il sait qu'il veut une porte coulissante, il sait que ça fait 2 mètres, il a déjà duré, etc., etc. Et il faut être capable de répondre à ces 2 personnes. Ça veut dire que ces 2 expressions-là, en tant que Schulte, m'intéressent. Et donc, il faut que je place une page qui réponde à l'un et une autre page qui peut répondre à l'autre. Ça peut être des articles de blog, encore une fois. Quand je choisis mes mots-clés, il faut éviter d'attaquer la concurrence en frontal. C'est-à-dire, quand on est une petite TPE-PME, si jamais je suis un fabricant de chemises, je vais éviter d'essayer de me placer sur le mot-clé chemise manche longue. Ou même, voire même un truc encore plus générique. Acheter une chemise ou chemise taille M. Parce que chemise taille M, je vais avoir Jules, Célio, Auchan et tous les gros qui ont des budgets marketing par jour que moi, potentiellement, je n'ai même pas par mois. Donc, je vais me casser les dents. Et donc, forcément, ils vont mieux travailler le référencement naturel que moi et je ne vais jamais arriver en première page. Par contre, on peut travailler ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est quoi? Je fais des chemises. Je suis toujours le même gars qui fait des chemises. Et moi, j'ai une particularité. Par contre, c'est que j'ai une chemise taille triple XL fuchsia. Et donc, plutôt que d'attaquer des mots-clés hyper génériques, je vais attaquer ces mots-clés-là. Parce que cette chemise-là, potentiellement, les autres ne l'ont pas, ou les autres se foutent un peu de travailler ce référencement-là, tellement ils ont des moyens et tellement ils préfèrent être premiers sur acheter chemise. Donc, parfois, il faut savoir arriver dans les premiers sur un mot-clé où il n'y a, entre guillemets, que 200 personnes par mois qui tapent ce mot-clé-là, plutôt que d'arriver 25e sur un mot-clé qui est peut-être plus alléchant avec 1000 recherches par mois, mais sur lequel on arrivera après tout le monde. Et je vous mets au défi. 25e, ça veut dire 3e ou 4e page. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la 3e ou 4e page de Google. Moi, perso, c'est un endroit où je n'ai jamais été. Donc, il faut couvrir des thématiques assez globales et travailler ce qu'on appelle la longue traîne. Toujours dans connaître mes mots-clés. Donc, faites le point sur les problématiques de vos clients, si je dois résumer. Classez ces problématiques du plus général au plus précis. Sélectionnez dans cette liste de mots-clés le mot ou l'expression clé qui vous semble prioritaire. Par exemple, chez Cogité, stratégie web. Et listez les thèmes que vous pourriez traiter par rapport à cette expression. Exemple, comment bâtir une stratégie web? Stratégie web et référencement naturel ou réseaux sociaux et stratégie web. On peut voir que sur ce mot-clé-là, j'ai déjà 3 exemples d'articles que je pourrais écrire moi en tant que Cogité. Et aller explorer le positionnement des concurrents dans Google et la qualité des contenus qui sont liés à cette expression. Tapez les mots-clés et les thèmes que vous en avez sortis, regardez qui arrive dans les premiers et allez regarder, observer vos concurrents pour voir comment eux ils font. C'est toujours intéressant. Alors pour choisir vos mots-clés, voici une liste d'outils que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous les citer. Les outils que je vous cite sont généralement gratuits sur un premier niveau. Vous n'aurez jamais toutes les fonctionnalités, mais vous pouvez déjà les utiliser sans même être professionnel. Nous, chez Cogité, on les a tous en formule payante parce que c'est notre job et qu'on l'utilise sur beaucoup de clients. SEMrush, il va permettre de connaître les mots-clés sur lesquels Google vous lit.
Vous tapez votre nom de domaine dedans, vous appuyez sur Entrée, vous vérifiez bien que vous êtes bien localisé en France pour l'outil et il va vous dire voilà ce que ressort Google de votre site internet. Quand j'ai démarré mon accompagnement auprès de Biard Toulet, ils étaient premiers sur le mot-clé showroom. Je ne suis pas sûr que ce soit un mot-clé sur lequel ils aient passionnément envie de se faire remarquer. Eux, c'était plus billard contemporain. On a travaillé ça avec le temps. MyPoseo est sensiblement le même type d'outil. Satanalyzer, c'est des Valenciennois qui ont créé un outil qui permet de concurrencer un peu les outils de Google, Google Analytics, etc. C'est canon ce qu'ils ont fait. Ça permet de suivre l'évolution de votre référencement dans le temps. C'est-à-dire qu'en un seul tableau, vous avez votre mot-clé. Vous pouvez intégrer vos concurrents et il va vous dire à l'instant T quelle position vous avez. Il y a 7 jours, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 3 mois. Et là, vous suivez, vous avez un véritable tableau de bord, c'est un vrai bijou. Google Ads, vous pouvez trouver des mots-clés. Vous n'avez pas besoin de payer de la pub, mais vous pouvez créer un compte dessus, un faux compte, même, vous mettez votre site internet à vous. Vous tapez un mot-clé, par exemple, je ne sais pas, moi, imprimeur Lille, et vous allez pouvoir voir différentes thématiques qui sont rattachées à ces mots-clés-là. Et Google va surtout vous donner le potentiel du mot-clé, ainsi que son niveau de concurrence. Je vais arrêter de dire Google parce que mon téléphone il commence à surchauffer. Et donc, il va vous dire, bah, voilà, tel mot-clé, il y a 1000 recherches et le taux de concurrence est faible. Tel mot-clé, il y en a 4 et le taux de concurrence est fort. Ça vous permet de regarder aussi vos fameux mots-clés sur lesquels il est plus prioritaire de travailler. Et il y a un dernier truc qui s'appelle Answer the Public qui permet de trouver des idées de contenu. En gros, c'est un peu comme une pieuvre. Ouais, c'est pas mal comme schéma. Il y a votre mot-clé qui sera au milieu, par exemple stratégie web, et il va vous mettre des granularités en disant voilà toutes les thématiques que vous pourriez traiter autour de ce sujet-là. Et il va vous donner le nombre de fois où ces problématiques reviennent, le nombre d'articles qui existent déjà, etc. sur le web. Donc, hyper intéressant en veille et en inspiration d'articles. Et puis derrière, eh bien, j'intègre ces mots-clés à mon contenu, dans l'URL de ma page, dans mes balises, dans mon texte, dans mon introduction. OK ? Je vais passer un peu rapidement parce que sinon je vais trop déborder sur du référencement. On verra plus le reste. Et donc, je vous l'ai dit, pour suivre ce référencement-là, le plus simple, c'est un bon vieux tableau Excel mois par mois avec vos différentes sources de trafic que vous retrouverez dans Google Analytics, qui est cet outil-là et que vous pouvez retrouver également dans cet outil, Satanalyzer, et l'outil Search Console. Voilà pour ce premier plot référencement naturel. On va passer maintenant sur le côté publicité. Je vais passer un peu plus rapidement parce que le côté publicité, le référencement naturel, vous pouvez commencer le boulot vous-même et c'est l'objet de ce webinaire. C'est aussi de vous rendre un peu autonome, de vous dire comment moi-même je peux commencer sans faire appel à personne. Google Ads et Netlinking, c'est un peu plus technique et puis ça demande à un moment donné de mettre la carte bleue pour acheter de la publicité. Ceci dit, c'est intéressant. Google Ads, ça vous permet finalement de vous positionner sur des mots-clés et de ne pas attendre les quelques mois dont a besoin Google pour admirer le travail que vous avez fait et vous faire remonter dans votre note. Là, globalement, c'est plus simple. Hein. Je veux être positionné sur stratégie web. Eh bien, je dis à Google, je veux être positionné sur stratégie web. Voilà ma carte bleue. Voilà combien je suis prêt à payer. Et bizarrement, l'annonce arrive tout de suite. Donc, en gros, tu payes tes services. Alors, sachant que Google AdWords fonctionne de la manière suivante. Vous allez lui donner un budget journalier. Donc, par exemple, j'ai un budget. Donc, c'est un budget. Nous, on traite les budgets mensuellement avec les clients, mais dans la plateforme, ils le traitent en jours. Donc, on va dire, je veux bien dépenser 500 € par mois en achat de publicité sur Google. Et puis, il fonctionne au CPC, le coût par clic. C'est-à-dire que tant que personne n'a cliqué sur votre annonce, vous ne payez rien. Peut-être votre agence pour gérer votre compte, mais en tout cas, sur votre budget pub, vous ne payez rien. Dès qu'il y a quelqu'un qui paye, il y a 70 centimes, 1 €, 1,50 €, ça dépend du mot-clé, qui se décrémente de votre budget. Quand il n'y a plus de budget, votre pub n'est plus diffusée. C'est aussi simple que ça. Le boulot d'une agence, c'est de trier les mots-clés et de gérer votre budget pour que vous soyez diffusé sur la longueur.
Alors, comment Google définit le prix, finalement, l'enchère que vous allez payer pour ces mots-clés-là? Eh ben, c'est simple, il va mettre en place un quality score, un score de qualité. Et il va observer la cohérence entre le mot-clé que vous visez et la page sur laquelle vous allez faire atterrir votre internaute quand il aura cliqué sur votre annonce. Ce qui veut dire que si votre site est pourri, pour parler très crûment, si votre site est pourri, vous ne lancez pas dans l'AdWords. Ce n'est pas la priorité, vous allez payer super cher vos mots-clés. La priorité sera de refaire votre site. Ça, c'est le type de conseil qu'on peut donner, nous, à nos clients quand on fait une analyse de leur stratégie. Ce score de qualité, il va être impacté par l'historique de votre site, par le nombre de visites qu'il y a dessus, par sa vitesse de téléchargement, par l'heure, l'endroit de la recherche et bien d'autres mystères que Google se garde bien de diffuser. En fonction de ce score-là et du niveau de concurrence sur le mot-clé-là, votre mot-clé va coûter plus ou moins cher. Par exemple, dans le crédit, dans le rachat de crédit, les mots-clés, le coût au clic peut atteindre 20 € du clic. En moyenne, en France, tout secteur confondu, on va être à 50 centimes, 1 €. Les 20 €, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire vite le grand écart. Alors, quand vous créez une campagne, il faut la structurer. Il y a une campagne, par exemple, accompagnement web, qui va se décliner en groupe d'annonces, stratégie web, stratégie réseaux sociaux, etc. Et dans chaque groupe d'annonces, il y aura des annonces et des mots-clés associés. C'est vraiment, en limite, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous coller à l'arborescence de votre site Internet. Ma campagne, c'est ma homepage, finalement. Mes groupes d'annonces, c'est mes catégories. Et puis derrière, j'ai mes annonces par sous-catégorie. Voilà l'interface, à quoi ressemble ce fameux Google Ads pour suivre l'état de votre trafic avec un tableau de bord qui vous permet de suivre le nombre de clics et le nombre de conversions. Par conversion, on entend les achats qui peuvent être faits sur votre site, mais également le nombre de formulaires remplis. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire, sur stratégie web, ce mot-clé-là, il y a 500 personnes qui ont cliqué sur mon site grâce à ce mot-clé-là. Mais j'ai eu 0 demande de contact. Sur stratégie web Lille, j'ai peut-être que 10 personnes qui ont cliqué sur ce mot-clé-là. Par contre, j'ai eu 9 demandes de contact. Ce qui vous permet d'arbitrer vos choix et de dire le premier, je paye pour rien. Les gens visitent mon site, ils ne me contactent pas. C'est comme si je rentrais dans un magasin, je ressors sans acheter. Aucun intérêt. Donc, hop, celui-là, je l'arrête. Par contre, les autres m'intéressent. N'oubliez pas de poser donc un tag de conversion, un petit code informatique sur votre site, même si vous ne vendez pas en ligne, pour suivre vos conversions. Alors, le netlinking, je vous l'ai dit, on parle, alors c'est des grands mots du web, le link building, le backlinks, enfin, tout ce qui est linking en général. C'est un ensemble de liens externes qui pointent vers votre site. C'est votre popularité sur le web. Donc, ça peut être une stratégie de développer ce type de lien avec des journaux, avec des blogs influents, où vous pouvez vous-même les contacter pour leur proposer un article. Article qui redirigera vers votre site. Et puis, vous pouvez aussi acheter des articles. Je vous donne un exemple d'un site sur lequel vous pouvez aller, qui s'appelle soumettre.fr. Et donc, vous allez pouvoir, forcément, vous l'avez vu là, avec un budget qui est à 0, mais il va falloir recharger. Vous pouvez soumettre sur cette plateforme des articles qui parlent de vous, ou généralement de vos services, de votre manière de faire, de cas clients. Et de ce coup, ces articles vont être positionnés sur des blogs que, à l'instant T, vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître. Il va vous soumettre des sites en disant il y a le site Tartampion qui serait intéressé pour vous diffuser ce que vous êtes OK ou pas. Et donc, ça vous fait vous acheter finalement, c'est ce qu'on appelle du contenu papier. On fait parfois des contenus thématiques où finalement derrière c'est payant. On a tous été contactés par des journaux, la Gazette, etc., qui à un moment donné pouvaient remplir des feuilles en faisant payer de la présence. C'est de la pub détournée, c'est de la pub éditoriale. Et bien là, c'est le même principe. Donc là, c'est pour augmenter vous-même votre notoriété. Et donc à court terme, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, chez Cogité, on a toujours eu un credo qui s'est encore plus renforcé avec cette crise du Covid.
c'est d'avoir une communication positive, créatrice de liens, vraie. Bref, soyez vous-même. Nous, on n'accompagne pas nos clients en voulant les rendre plus beaux qu'ils ne le sont sur les réseaux sociaux ou en leur disant sur LinkedIn, contactez tout le monde, dites oui à toutes les invitations, commentez tout ce qui vient, même si vous ne connaissez pas. Parce que pour nous, tout ça, ça serait se résumer à dire faites de la masse et vous verrez bien ce qui tombe après. Et pour nous, ça, c'est pas quali. C'est comme si je vous disais, vous allez à la… Bah tiens, je prends l'exemple de Réseau Entreprendre. Vous allez à la soirée des lauréats Réseau Entreprendre. Vous vous mettez debout sur une table, vous prenez vos cartes de visite et vous les lancez. Et après, vous verrez bien, il y aura peut-être 2-3 qui vont venir vous voir. Et en plus, je suis sûr qu'il y en a 2-3 qui viendront vous voir, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Cette technique peut marcher. Je ne dis pas qu'elle ne marche pas. Je dis juste qu'elle n'est absolument pas qualitative. Et que ceux qui vont venir vous voir, ça ne sera pas forcément des futurs clients de qualité. Alors, notre parti pris sur les réseaux sociaux, c'est de vous rendre indispensable aux yeux des internautes, c'est de leur parler vrai, c'est d'attirer du trafic vers votre site. C'est de travailler votre image et votre notoriété. C'est d'utiliser des techniques un peu virales, d'oser faire des choses avec vos moyens parfois même. Oser faire de la vidéo. Nous, chez Cogité, pendant quelques années, on a arrêté, mais on va s'y remettre. On a fait le JT de Cogité pendant 2 ans et demi, 3 ans. Tourné avec à la base un téléphone. Après, on était même équipé d'un super micro-cravate. Juliette, mon associée, c'était très simple. Hein. Juliette faisait la présentatrice comme Claire Chazal. Et puis donnait des news du web en général, des news de nos clients et de ce qu'on faisait pour nos clients. Et puis, comme on aime bien travailler dans le plaisir, on faisait quelques blagues à l'écran, on s'amusait un peu. Je ne sais pas combien de clients le JT de Cogité nous a apporté. Pour reprendre d'ailleurs l'exemple des soirées Réseau Entreprendre, je sais juste qu'avec Juliette, quand on allait aux soirées Réseau Entreprendre des lauréats, il y a des gens qui venaient nous parler, qui venaient parler à Juliette avec cette fameuse phrase que tous mauvais dragueurs ont déjà eue, on se connaît, non? Alors je vous rassure, ce n'était pas pour draguer Juliette, c'était vraiment une intention saine, entre guillemets. C'était juste qu'ils avaient l'impression de connaître Juliette, mais ils ne se rappelaient plus de où. Et au fur et à mesure, on a eu l'habitude et on leur disait, bah oui, vous avez certainement vu passer JT de Cogité. Ah ben oui, c'est ça, je l'ai vu passer. Et puis de là, la conversation prenait forme et puis on commençait à parler de leur métier, de leur boîte. On commençait à parler de Cogité, de ce qu'on faisait. Vous voyez, je ne sais pas vous dire combien de clients le JT a généré. Je peux vous dire combien de contacts par contre. Facilement une 20aine. Ces gens-là ne seraient jamais venus nous parler sans ça. Donc ça peut être un bon moyen de se démarquer sur le web. Et puis, ce qui est important, c'est de choisir les bons réseaux sociaux en fonction de votre public. Vous ne parlerez pas de la même manière à des gens sur Facebook qu'à des gens sur LinkedIn. Et là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas raconter la même chose. Je ne suis pas en train de vous dire d'être faux. Mais vous n'employez pas le même ton quand vous parlez à des amis ou dans un cadre un peu off-boulot, en soirée, ou quand vous êtes en représentation finalement, ou quand vous êtes dans un rôle un peu plus sérieux dans le cadre de votre entreprise. Vous êtes toujours la même personne, mais ce ne sont pas les mêmes mots. Et bien, sur les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Pour vous donner un ordre d'idée, le barbecue de fin d'année où vous faites la fête avec vos collègues, mettez-le sur Facebook. Prenez une photo un peu plus sérieuse si vous voulez vraiment parler de cohésion sur LinkedIn, par exemple. Vous traitez de la même thématique, hein, de la cohésion, mais pas de la même manière. Alors, sur LinkedIn, justement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il y a plein de trucs à faire sur LinkedIn. Vous pouvez déjà mettre à jour votre profil pro. Vous pouvez travailler votre résumé et décrire chacune de vos expériences. Avant la boîte dans laquelle vous êtes, vous avez certainement eu d'autres boîtes. Ne reniez pas votre passé. Racontez ce que vous y avez fait. Pourquoi raconter ce que vous y avez fait? Parce que plus vous en dites, plus vous aurez d'accroche avec vos futurs contacts. Je vais vous donner un exemple. Il y a potentiellement, vous voulez contacter monsieur Martin Robert, qui travaille dans la boîte XY. S'il a rempli son profil correctement, il a peut-être mis qu'il était passé par la boîte
Cogité et qu'il a été directeur conseil chez nous. Et vous me connaissez. Vous allez pouvoir, grâce à cette description d'expérience, avoir une accroche avec lui, dire bah tiens, vous avez bossé chez Cogité, en fait, parce que moi je connais Thomas, bah oui, on se connaît bien, on est resté en bon contact, etc., etc. Vous pouvez voir qu'il a peut-être travaillé sur un même secteur dans une ancienne vie que vous. Tiens, vous avez été RH, moi aussi. Ah bah aujourd'hui, j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je suis agent immobilier. Tiens, c'est rigolo, etc. Ça vous donne des opportunités de parler. N'oubliez pas de citer des exemples de réalisation de clients pour appuyer d'une part votre savoir-faire et puis parce que vous avez peut-être des clients communs. Eh ben tiens, je vois que vous avez bossé pour Logifinance, mais moi aussi, je les connais vachement bien. Eh ben, du coup, ça m'intéresse qu'on échange sur nos boulots parce qu'on a des clients qui sont les mêmes. Donc, on peut peut-être bosser ensemble. Un des fondamentaux de LinkedIn, c'est aussi la recommandation. Alors là aussi, la recommandation, il faut qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit pensée et il faut qu'elle soit travaillée. C'est comme les avis clients. Ce que je vais dire là pour LinkedIn, vous pouvez le faire pour les petites étoiles sur Google, les petites étoiles sur votre page Facebook, etc. Allez les chercher, ces avis-là. Bonjour Tradilinge, c'est un de nos clients, fabricant de linge de maison. Bonjour Raphaël, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. J'imagine que tu es satisfait quand même de nos prestations, sinon tu serais un peu maso. Est-ce que tu pourrais nous écrire un petit texte de recommandation pour avoir un avis client? Je te mets dans mon mail, tu peux l'écrire soit sur LinkedIn, soit sur Google, soit sur ma page Facebook, comme tu veux à ta convenance. Et ce que tu écriras, je me permettrai de le reprendre sur mon site internet. Ça, c'est notre démarche floue pour aller chercher les recos clients. Et on leur dit, vous embêtez pas, hein. Vous pouvez la copier-coller sur chacun des réseaux. C'est pas grave, ça peut être la même à chaque fois. Et ben en faisant ça, il y a David de Logifinance qui l'a fait, il y a Raphaël de Tradilinge, il y a Nicolas des Billards Toulet. Ils l'ont fait, certains sur tous les leviers, d'autres sur quelques-uns. Mais j'ai travaillé ma recommandation client. Et sur LinkedIn, quand vous envoyez ce mail-là à vos meilleurs clients ou vos meilleurs prescripteurs, vous savez quoi? Faites un truc pour montrer l'exemple. Allez les recommander sur LinkedIn. Vous demandez à David de Logifinance qui fait du prêt, qui est courtier en prêt IMO de vous recommander parce qu'il a bossé avec vous. Et ben allez le recommander lui sur sa page LinkedIn en disant David il est top, il est super actif, je l'ai conseillé à 2-3 de mes collègues et moi-même je suis passé par lui et il m'a fait le dossier nickel. La personne en face va voir que vous avez fait l'effort. Ben, je vous promets que 70% des gens vont à leur tour faire l'effort. Dans le titre de vos prestations, dans votre même titre à vous sur LinkedIn, pensez à la finalité chez l'internaute, chez votre client. Moi, je pourrais mettre, par exemple, Thomas Bourguel, consultant référencement naturel. Ok, ça parle. Mais si je mets Thomas Bourguel, je permets à mes clients d'avoir plus de contacts et de prospects via leur site grâce au contenu. Bah, bizarrement, je vais peut-être plus parler à la personne en face qui va dire ah bah oui, c'est vrai, ok, moi j'aimerais bien avoir plus de contacts et de prospects parce qu'en fait, la personne en face, elle s'en fout un peu que ce soit par le référencement naturel, les AdWords, le site web. Moi, mes clients, ils veulent juste plus de contacts. Après, le levier, c'est juste un moyen. Encore une fois, restez vous-même. Imposez-vous un rythme. LinkedIn, il faut y aller souvent. Sinon, vous allez louper des choses. Ça ne sert à rien de faire 4 heures tous les lundis matins et plus rien pendant le reste du mois. Vous allez passer à côté de ce qui va se passer dans le mois. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est assez éphémère, hein. Et il vaut mieux faire 5 minutes, 10 minutes, aller liker des choses qui m'intéressent, les partager. Alors, je fais une petite parenthèse sur les partages. Quand vous partagez, dites à votre réseau pourquoi vous partagez. Ce n'est pas simplement je relais un lien. Mettez même une phrase. Article super intéressant de mon ami Denis Van Kemel sur la nouvelle manière de travailler des agents immobiliers. Et je ne dis pas ça parce que tu es en ligne, Denis, et que j'ai vu que tu étais là. En fait, les internautes qui vont voir mon fil, moi, Thomas Bourguel, mon fil d'actu, ils vont savoir que je relais l'actualité, cet article-là, parce que, un, je l'ai trouvé intéressant, deux, ça parle des nouvelles méthodes des agents immobiliers, et trois, j'en connais un qui est vachement bien. Si je relais juste l'article, ils ne vont pas comprendre. Autre exemple un peu plus perso, ma grand-mère, quand on devait vendre sa maison, si je mets juste le lien vers le site Le Bon Coin, les gens ne savent même pas que c'est ma grand-mère. Si je mets par contre, salut les copains, j'ai besoin de votre aide, relayez un grand maximum et copier-coller ce texte
qui est la grand-mère d'un ami doit vendre sa maison, maison impeccable, merci de l'aider, relayé, ben, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup plus de relais parce que mes potes savaient que c'était ma grand-mère et donc ils allaient aider quelqu'un plutôt que simplement une maison qui passe comme ça où ils ne savent pas d'où ça vient. Ça, c'est une expérience vécue. Sur LinkedIn, donc respectez votre rythme, mais ayez un rythme. Après, vous faites ce que vous voulez, vous faites votre LinkedIn au petit-déj, le soir, avant vous de coucher. Certains, quand j'ai donné la formation pour mon groupe BN, ils m'ont dit aux toilettes, ça marche, faites juste pas de visio ni de film à ce moment-là, et ne le dites pas. Mais voilà, votre propre rythme. Autre point, on dit aux enfants de ne pas parler aux inconnus. Sur LinkedIn, c'est un peu pareil. Acceptez pas tout le monde. Moi, la technique que j'ai, c'est par défaut, j'accepte les gens. Et derrière, je vais leur envoyer un mail, un message sur LinkedIn en leur demandant pourquoi ils ont voulu rentrer en contact avec moi, est-ce que je peux les aider. Je demande ça une fois, si pas de réponse, 2 fois, si pas de réponse, j'enlève. Aucun intérêt. Et mon mail, d'ailleurs, mon message commence toujours par LinkedIn est un réseau social virtuel destiné à créer de vraies relations réelles. Donc que ce soit par téléphone ou en live, parce qu'on habite à côté, entendons-nous ou voyons-nous. Et pour ceux qui sont membres d'un BNI, je leur propose même de nous rejoindre à une réunion BNI, comme ça me fait des invités en même temps. Et donc, profitez aussi de la période pour faire un peu de ménage sur ceux avec qui vous n'avez jamais échangé. Voilà donc un exemple de compte LinkedIn de Juliette Dernoncourt, l'éminente consultante e-business chez Cogité, qui a travaillé son profil. Je vais accélérer un peu, je vois que je suis un peu en retard. En retard non, mais je vais laisser de la place à vos questions. Sur Facebook, quelles actions je peux faire? Eh bien, je peux aller suivre les pages de mes concurrents. Je peux aller suivre des pages qui m'inspirent. Je peux partager du contenu qui m'inspire. Et ça, je peux le faire sur ma page perso, mais aussi sur ma page entreprise. Mon entreprise peut être inspirante, ça peut être une manière de communiquer sur ma boîte en montrant aux internautes que ma boîte est quelqu'un qui s'intéresse aux nouveaux modèles économiques, ou qui s'intéresse à l'écologie, ou qui s'intéresse au local. J'ai accompagné pendant un moment MMA à Lille, MMA Païen, un assureur, sur sa page réseaux sociaux. C'était quoi le but? C'est qu'au final, quand on a le devis d'une assurance A à Lille et le devis d'une assurance B à Lille, qui sont généralement à 200 mètres l'un de l'autre, qu'est-ce qui fait la différence à prix équivalent? C'est le relationnel qu'on a avec la personne. Et ben moi, perso, si je vois que l'assurance B, en l'occurrence MMA, elle est impliquée sur son territoire, elle assure correctement ses boutiques, les restaurateurs. Et dans cette période de crise, si je vois que cette assurance, elle assure les restaurateurs et qu'elle les dédommage, là où j'entends partout que les assurances ne jouent pas le jeu, et ben je vais me dire à ce moment-là, tiens, j'avais vu que l'assurance CMMA était proche de ses clients. En plus, je vois qu'ils postent qu'ils sont au taquet. Ben moi, perso, j'ai plus envie, à prix équivalent, d'aller chez eux que d'aller sur l'assurance d'à côté. Donc, voilà quel type de contenu vous pouvez partager sur votre page. Attention à ne pas partager tout et n'importe quoi. Ce qui vous fait rire en perso ne fait pas forcément rire vos clients. L'humour est quelque chose de très subjectif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre au nom de votre boîte des petits gifs, des choses humoristiques. Ça peut être une manière de vous démarquer, mais pensez toujours au client que vous avez en face potentiellement et qui va lire ça. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est touchy? Ça veut dire que c'est déjà touchy et qu'il ne faut pas le mettre globalement. Et puis, encore une fois, servez-vous de YouTube. Vous pouvez très bien aussi, vos vidéos que vous allez faire, si vous faites des vidéos, vous créez un compte YouTube, les mettre dessus. Je vous rappelle que YouTube appartient à Google. Donc, travaillez bien votre description sur votre vidéo quand vous la mettez dans YouTube, votre titre, votre description avec des mots-clés dedans. C'est important pour votre référencement naturel. Et si vous avez fait une vidéo et que vous l'avez mise sur votre chaîne YouTube, si vous voulez la relayer sur les réseaux sociaux, il y a un truc à ne pas faire. Ne copiez-collez pas le lien YouTube dans Facebook. Parce que pour Facebook, YouTube est un concurrent. L'intérêt de Facebook est de vous rendre captif de Facebook. Tout ce qui permet de sortir de Facebook, Facebook n'aime pas. Et donc, il va moins diffuser votre information à votre réseau. Donc, si vous voulez votre vidéo que vous avez tournée, désolé, ça va faire double manip, mais c'est le plus probant en termes de résultats.
Mettez-le sur un compte YouTube parce que ça va permettre de l'héberger gratuitement, efficacement et de l'intégrer à votre site. Comme ça ne bousille pas votre serveur et ça alourdit pas votre site Internet. Par contre, cette même vidéo, vous devez la recharger sur votre compte Facebook pour que Facebook la diffuse au plus grand nombre. Il ne faut pas croire que ce que vous postez est vu de tout votre réseau. Facebook a son propre algorithme comme LinkedIn. C'est-à-dire que plus les gens vont commenter, les gens qui commentent le plus votre page ou votre profil, qui le likent le plus, vont être les gens que Facebook va favoriser pour voir votre actu. Plus les gens vous suivent, plus les gens commentent, plus les gens vous likent, plus ils vont vous voir. En gros, Facebook reçoit l'information de bah tiens, Tom il adore les infos qu'il y a sur Logifinance, eh ben, je vais lui donner à manger à Tom. Et dès qu'il y en a une, je vais lui mettre en priorité celle-là par rapport aux 25 autres pages, 50 autres pages que Tom suit. C'est valable pour vos profils perso et vos profils pro. Voilà, en gros, il est 28. Je suis plutôt pas mal pour vous laisser la parole sur vos questions que je vais essayer de retrouver dans Converser. Et donc, voilà ce que je peux vous dire sur les réseaux sociaux. Alors, je vais remonter le fil de questions. Pole position, merci Tom. Pourrait-on avoir la présentation? Oui. Merci Denis. Je ne citerai pas le commentaire que tu as mis, mais je te fais un clin d'œil sur effectivement les formations que l'on donne sur LinkedIn et les réseaux sociaux sont toujours tournées vers la qualité et non la quantité de likes que vous pourriez drainer. Moi, je préfère qu'il y ait 20 personnes qui viennent sur votre site tous les jours plutôt que 500. Si ces 20 personnes-là vous contactent alors que les 500 ne le font pas, et c'est valable également pour les réseaux sociaux. Je préfère que vous ayez 500 fans sur votre page, mais qu'ils soient des fans qui vous voient, qui vous like, qui vous relaient, plutôt que des fans dormants qui ne servent pas à grand-chose. Il n'y a pas trop de questions en fait. Je n'ai pas. Alors oui, alors j'ai pas parlé de Twitter, de Pinterest et d'Instagram, et je sais qu'il y avait des questions par rapport au hashtag. Alors Instagram, c'est un réseau social assez spécifique. Instagram, Twitter et Pinterest sont assez dédiés à des typologies de métiers. Je vais essayer de résumer rapidement. Instagram, c'est un réseau social qui est basé sur de la photo. Donc déjà, il faut être en capacité d'avoir de belles photos pour être sur Instagram. Alors, je vais vous expliquer après comment chez Cogité, on a détourné un peu le truc. Donc, pour tout ce qui est culinaire, cuisine, déco, voyage, choses très visuelles, architecte, j'en oublie certainement, mais c'est pour vous donner des exemples. Instagram peut être un bon moyen de vous faire connaître. Et Instagram fonctionne de la manière suivante. On va mettre un texte et on va mettre à la fin ce qu'on appelle un hashtag. Pour les plus novices, un hashtag, c'est la lettre dièse. C'est quoi un hashtag? C'est finalement, comment je pourrais appeler ça, un espèce de signet, une indication qu'on va mettre sur un sujet. Par exemple, alors sur une autre activité, je fais en mode associatif, je fais de la bière et je la vends. Et donc, je vais faire un post sur ma bière. Et puis, je vais mettre hashtag bière. OK? Et donc, tous ceux sur Instagram qui ont envie d'être tenus informés de ce qui se passe sur la bière bah, vont s'abonner au sujet bière via ce hashtag. Donc, en fait, le grand jeu sur Instagram, c'est de connaître les hashtags les plus porteurs. Est-ce que c'est bière? Un peu comme des mots-clés, hein. Est-ce que c'est bière? Est-ce que c'est bière locale? Est-ce que c'est bière artisanale? Est-ce que c'est bière blonde, bière brune? Et donc ça, en fait, quand vous tapez votre texte, quand vous tapez vos hashtags dans votre post sur Instagram, on vous donne le nombre de publications qu'il y a déjà eu sur ce hashtag-là. Et puis si vous tapez le top des hashtags sur Google, vous allez retrouver des listes de top hashtags. Il faut savoir que vous êtes limité à 30. Au-delà de 30, ils ne seront pas diffusés du tout. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'être repéré par des gens externes qui vont venir s'abonner à votre page ou vous suivre. Donc, voilà. Instagram, c'est plus pour le contenu et avec une spécificité sur le choix de hashtag. Pinterest, alors les utilisateurs de Pinterest sont un peu plus féminins en moyenne que sur les autres réseaux. C'est un réseau social qui est excellentissime pour tout ce qui est décoration et travaux.
pour faire des piges, en fait. Pour les recettes également, pour les voyages aussi. Alors, Pinterest, c'est un peu plus complexe à expliquer. Vous avez déjà tous connu. Je ne sais pas s'il y a des très jeunes Moi, j'ai 36 ans, hein, donc je l'ai connu. Et je me considère comme super jeune, donc je suis sûr que tout le monde l'a connu dans l'auditoire. Vous avez tous connu ce fameux, on l'a tous eu dans notre bureau ou chez nous, cette espèce de tableau moche en liège avec des espèces de petites punaises là, avec le bout rouge, jaune, vert, etc. On a tous connu ça. Et bien Pinterest, c'est le même principe, mais en virtuel et en plus beau. C'est-à-dire que vous allez venir piocher, créer des tableaux d'inspiration sur la base de contenu des autres. Par exemple, j'ai envie de me faire un truc à la mode, une super table salon de jardin avec des palettes. Je vais taper ce mot-clé-là sur Pinterest et là, je vais avoir du contenu qui va venir de Madame Figaro, de Leroy Merlin et de Robert Michel, super blogueur influent sur la décoration. Et je vais aller comme ça voir des images, des textes qui vont m'intéresser. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle, je vais les punaiser, donc en anglais pin. Je vais mettre un pin sur mon propre tableau. Donc, je vais créer mon tableau avec en titre ma future table de salon de jardin. Et je vais mettre le contenu de Leroy Merlin, le contenu du blog influent, le contenu du super blogueur dans mon propre tableau d'inspiration. Donc, quand moi, en tant qu'internaute, je suis sur Pinterest pour m'inspirer. En tant que marque et entreprise, ça veut dire que je peux créer mes propres tableaux de marque. Allez voir les tableaux de Billard Toulet. On les a formés dessus et maintenant, ils le font de manière autonome. Billard Toulet, ils font des tableaux, par exemple, de déco en fonction des couleurs. Donc, ils vont faire, aujourd'hui, le tableau, ça va être saumon. Et ils vont aller chercher la table de chevet. Ça n'a rien à voir avec un billard, mais c'est de la déco. La table de chevet, la table de salon, etc. Vous allez avoir une très belle photo d'un feuillage saumon en automne, leur billard. Et donc, en fait, ils vont jouer le rôle un peu de coach déco auprès des internautes. Ça donne quoi comme message aux internautes? Billard Toulet n'est pas seulement un vendeur de billard, c'est aussi un coach déco qui est capable d'accompagner ses clients dans le choix de leur billard en fonction de l'intérieur de leur maison. Donc, en travaillant ce réseau social-là, ils montrent toute la puissance de ce qu'ils sont capables d'apporter. Et pour finir, parce que sinon on va vraiment déborder, ce qui est déjà le cas, et sur Twitter, est un réseau social qui va être très utilisé pour de la veille, dans des métiers très technologiques notamment. Si vous voulez savoir ce qui se passe en premier dans le monde, allumez pas BFM, hein, allumez Twitter, parce que généralement, de toute façon, BFM maintenant relaie les infos de Twitter. Twitter, c'est utilisé également dans le SAV parfois. C'est-à-dire que les internautes, quand ils ne sont pas contents, généralement, ils vont quand même facilement râler sur les réseaux sociaux. Et on a déjà vu des cas clients de marques qui, via leur community manager, repèrent les dysfonctionnements, contactent la personne qui a râlé via Twitter, leur dit voilà le numéro de téléphone du SAV, appelez-moi maintenant, je vous réponds, résolvent le problème. Le gars de ce coup est finalement content, remet sur Twitter qu'il est finalement content. Et avec ça, ils ont fait du SAV. 2, ils ont fait de la com. Ça peut arriver pour une marque d'avoir un souci. L'avantage d'offrir des espaces pour râler, c'est qu'au moins on sait où il râle. Moi, j'ai toujours à mes clients, je préfère que le mec vienne râler sur votre page Facebook que sur un blog que je ne connais pas. Parce qu'au moins, il le fait chez vous et vous pouvez répondre. Donc ça aussi, c'est important d'être en veille. Google, d'ailleurs, vous permet d'être en veille sur votre nom perso et sur votre nom de marque pour voir ce qui ressort dessus. C'est important pour voir un peu votre notoriété et ce qui se passe sur votre nom, etc. Et donc voilà pour Twitter. Moi, Twitter, on l'utilise assez rarement chez nos clients. On est avec des TPE, PME. Il y a un peu moins de demandes là-dessus. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri que pour un client avec un marché spécifique et une demande spécifique, ça soit quand même utile. C'est l'art, tout l'art en fait de notre métier à nous. C'est en fonction du client d'aller piocher dans les leviers, de proposer un plan global et après en fonction du budget, bien évidemment, et des priorités. On priorise avec le client ce qu'il y a à faire et ce qu'il peut faire lui-même et ce qu'on peut faire nous.
Pour conclure, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Et c'est pour ça que moi, volontairement et bien volontiers, je fais ce type de webinar ou de masterclass. Parce que notre boulot chez Cogité, c'est aussi de vous rendre autonome et c'est de rendre autonome nos clients. Il y a des choses qu'ils peuvent faire et il y a des choses plus techniques où ils ont besoin de nous. Et l'idée, c'est d'optimiser le temps et le budget de chacun pour que chacun se concentre sur ce qu'il sait faire ou ce qu'il veut faire. Voilà, j'espère qu'en ces quelques minutes un peu rallongées, vous avez eu un beau panorama de vos possibilités. Dans tous les cas, vous aurez la présentation. Et puis, si jamais vous en avez le souhait, vous avez le contact normalement, je pense. On a dû, si on a pas été trop bête, on l'a mis quelque part. Voilà, vous avez le contact ici. Alors, le fixe, ça ne plaît pas trop en ce moment. Hein. Vous aurez compris qu'on est confiné chez nous. Mais l'email, vous pouvez. Et puis, vous me retrouvez, Thomas Bourguel ou Cogité, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, me cherchez pas trop. La dernière publication date à mon avis de 2014. J'y suis pas trop. Donc voilà, avec grand plaisir pour vous répondre et pour répondre à vos questions, bien évidemment de manière là également gratuite.